C'était Ça me touche de Lamia Batouche, pardon. Lamia Batouche, c'est bien ça. Eh bien, j'espère que, en tout cas, je peux vous assurer que votre fidélité nous touche, nous qui sommes là. Notre première invitée tout de suite. Bonjour Hania Zazoua. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ravie d'être dans ce cadre agréable. Vous avez l'air en forme? Ouais, ça va. Tout en couleur, vous êtes très jolie. Merci, merci. Je vous en prie. Alors, je tiens à préciser que vous êtes artiste, peintre, plasticien, plus précisément, eh bien, designer, entrepreneur culturel. Oui, je ne suis pas peintre, mais je suis tout le reste, tout ce que vous venez de voilà, dire. d'accord. Artiste plasticienne. Ouais. On est d'accord. Alors, déjà, qu'est-ce que l'entrepreneuriat culturel? Alors, entrepreneur culturel, je le suis devenue parce qu'en fait, lorsque j'ai fini d'être artiste et designer de formation et que j'ai voulu vivre de ça, parce que ce que les gens oublient souvent, c'est que derrière l'artiste, il y a évidemment une vocation, il y a un travail, mais il y a aussi, en Algérie souvent, même ailleurs, hein, on vous dit mais c'est pas grave, tu vas faire ça, comme ça tu seras connu. Et je réponds à chaque fois, je dis merci, mais moi le marchand là, de légumes, il faut que je le paye. Hein. C'est ça. Donc comment en vivre? Et comment en vivre, c'était compliqué au début. Et donc j'ai réfléchi à une structure, donc une entreprise, une SARL, qui permet donc aux premiers artistes, donc c'était au début moi, donc je me suis promue, voilà, et puis parce qu'au début je pouvais me dire à moi, bon, tu n'auras pas de salaire dans un premier temps, et puis après c'est toujours comme ça dans ce domaine-là. Voilà. Et puis après, ce que j'ai réussi à faire, c'est d'avoir en fait un lieu qui peut accueillir des artistes et des designers, donc la cohabitation des deux. Et l'art, ça reste quand même très compliqué en Algérie pas à créer. Hein. Il y a des artistes. Et il y a des gens qui reconnaissance peut-être. Comment? En tant que reconnaissance. Reconnaissance d'une part, et puis aussi, en fait, il manque un maillon de la chaîne. Il y a des artistes, il y a quelques lieux d'art, mais il n'y a pas de lieu de publication, d'archivage en fait. Du coup, on ne capitalise pas. C'est-à-dire que quelqu'un va me voir ici par exemple, il va me découvrir. 3 mois après, il va me voir ailleurs, il va croire que je débute. Toujours. Voilà, on ne capitalise pas. Et du coup, celui qui peut acheter une œuvre d'art, donc un collectionneur par exemple, ça ne suffit pas que vous soyez jolie et que votre travail lui plaise. Il faut qu'il arrive à savoir d'où vous venez, quel est votre parcours. Il faut qu'on ait une capitalisation. Par exemple, un étudiant en école des beaux-arts, il faut qu'il connaisse ses pairs, il faut qu'il connaisse les contemporains et tout ça. Et donc c'est là où ça pêchait au début. Donc, comme on n'est pas Don Quichotte et qu'on ne peut pas tout régler d'un coup, on y pense. Hein, on pense à avoir maintenant, par exemple, dans un de nos projets, c'est de régler ce problème-là et d'avoir, du coup, d'écrire un peu l'histoire actuelle. Mais ce que j'ai commencé à faire, c'est de me dire, bon, les gens adorent, de 7 à 77 ans, on a un public vraiment qui aime voir les artistes et les designers. Donc on continue à leur montrer des œuvres d'art. Mais lorsqu'on n'arrive pas à les vendre, qu'est-ce qu'on fait? Avec l'accord des artistes, donc au début moi j'étais d'accord forcément, mais d'autres artistes que j'ai pu du coup embarquer avec moi, c'est de leur proposer que moi en tant que designer, je conçoive des accessoires, sacs, sacoches, pochettes, donc des objets qu'on peut apprécier même si on n'est pas amateur d'art parce qu'on va avoir l'utilité de cet objet et cet objet on va le contaminer avec l'œuvre d'art. D'accord. Donc il y a des gens par exemple... une sorte de complément, vous vous complétez quelque part. Voilà, c'est presque des goodies, c'est vraiment des déclinaisons. Et finalement, il y a énormément de personnes qui connaissent visuellement certaines œuvres, mais qui ne savent pas que c'est des œuvres. Pour eux, c'est juste des visuels. Mais du coup, ça voyage dans les maisons et chez des personnes complètement différentes. Ça voyage même à l'international parce que du coup, beaucoup d'Algériens, lorsqu'ils partent en vacances chez la famille ou chez des amis ailleurs... Ils envoient des photos? Oui, d'abord ils prennent ça comme cadeau parce qu'ils se disent on est fiers de dire ça vient d'Algérie. Donc il y a une espèce de fierté revenue de dire ça vient de chez moi, c'est contemporain et ça voilà et tu ne vas pas le mettre dans un coin avec de la poussière. Tu vas l'utiliser voilà. Et puis on a créé le Brocart Trip. Du coup, les gens nous envoient des photos, mais dans des endroits où j'ai jamais mis les pieds de toute ma vie. Au Sénégal, à Tokyo, voilà. Génial. Et ça fait voyager les choses. Génial. Et l'idée, c'est que ce sont finalement ces petites choses, ces accessoires accessibles, qui nous permettent à nous de financer le lieu, parce que c'est d'abord un lieu avec une location, avec des charges, des salaires. Il y a une médiatrice culturelle qui reçoit les personnes pour des visites gratuites. Donc on reçoit gracieusement les gens pour leur montrer les œuvres.
Et du coup, ça fait vivre des artistes et des designers. Justement, j'allais vous demander, alors vous avez une galerie d'art, Oui. une sorte de friche, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on l'appelle Alors dans le non, métier. avant j'avais une friche, maintenant c'est dans un appartement. C'est un très joli, c'est pas friche du tout maintenant. D'accord. Maintenant c'est un très joli appartement, mais du coup... Alger Centre. Alger Centre. Voilà. C'est un appartement haussmannien, Oui. avec les carottiments comme on en a tous chez nos grands-mères. Et du coup, l'idée de ça, c'est vraiment désacraliser le côté galerie. Oui. Il reste encore des gens... Ça peut bloquer certaines personnes. Rentrer dans une galerie où c'est impersonnel. C'est ça. Et même quand on a l'impression qu'il faut être outillé pour comprendre, ou on se dit, bon, ben moi j'ai pas Là, envie. c'est comme si on allait chez une amie, un ami. Exactement. On prend un café. Et puis on joue sur la fibre de la curiosité. Voilà. Parce qu'on se dit, ah, c'est un appartement, on va chez des gens, on va aller Oui. découvrir des choses. Et puis on est au deuxième étage. Donc moi je me dis, c'est symbolique. Si la personne, on n'est pas en bas, c'est pas une boutique. On a une vue. Déjà, on a une vue. Et puis si, symboliquement, si on monte 2 étages pour venir nous voir, ça veut dire On a fait un minimum d'efforts. Exactement. Exactement. Très bien, Et on reçoit comme à la maison, comme une maison algérienne typique, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui vous justement, c'est ce qui vous a poussé à justement vous installer dans un appartement, installer vos œuvres Oui. dans cet appartement. Mm. Vous êtes seule à exposer dans cet appartement? Non, pas du tout. D'autres Non. artistes aussi? Oui, 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 absolument. Alors, comme je disais, au début, j'étais seule parce que dans un premier temps, je pouvais me dire à moi, tant pis si ça ne se vend pas, tu ne seras pas payé. Oui. Mais après, quand on expose d'autres artistes, il faut à un moment donné réussir à les rémunérer ou à trouver des solutions de rémunération. Tout à fait. Voilà. Donc à non, fait. on est plusieurs artistes. D'accord. Il est sollicité uniquement pour afficher vos œuvres. Est-ce qu'il y a des spectacles Alors, comme c'est un appartement, Voilà. on a eu... Je vous ai titillé là. Ah ouais, non mais en plus ça a été un magnifique moment de bonheur. C'est Jam, donc l'artiste Oui. algérien chanteur, pour le lancement de son single Tim Hania. Oui. C'est drôle parce que je m'appelle Hania, Tim Hania, ça tombait sous le sens. Ouais. Son clip était dans un appartement haussmannien et il retrouve un appartement haussmannien chez nous. Il y a un décalage entre la nostalgie des vieilles photos d'antan et du contemporain. Donc le lieu s'y prêtait. C'était une rencontre, hein, vraiment, comme on dit, il n'y a pas de hasard. C'est ça. Et il Tout est écrit. Voilà, il a ramené ses amis. Il nous a fait une qa'da. C'était fabuleux. Dont j'ai Mihoubi, Mihoubi qu'on recevra à la que fin vous de l'émission. recevrez. Mais je me dis, mais l'Algérie a, mais un talent regorge fou, de mais talents, un de talent jeunes fou qui- de générosité. Il y avait la maman de Jam. En fait, on était comme si on était en famille. Il y avait une bienveillance, il y avait de la joie. Et on avait dansé, les voisins. Alors c'était trop drôle parce Vos que... yeux brillent. Hein. Ah, mais Je j'ai sens que vous êtes adoré. Très nostalgique. En plus, c'était la dernière soirée avant le confinement, Ah oui, donc elle reste. Et Mémorable. Ce qui est très drôle, c'est que donc, nous, quand on fait des événements, on est dans un appartement et tout l'immeuble, c'est des gens qui habitent et qui habitent depuis toujours, c'est-à-dire depuis les années 40. D'accord. C'est Oh là, vraiment des d'accord. habitations, Ok. enfin des gens qui nous ont adoptés. Donc notre astuce à nous, c'est que le premier jour où on a exposé, on les a tous invités. Oui. Ils étaient un peu, ils comprenaient pas trop ce Une qu'on faisait. crémaillère artistique. Exactement. Et depuis, c'est eux qui nous valident en fait. Ils nous ramènent des gens, ils sont fiers de dire ce qui se passe chez eux dans les appartements et tout. Et par contre, pour Jamil, donc pour Jam, c'était donc son événement, mais il l'a fait chez nous. Donc il avait invité, c'était ses invités. Mais on a ouvert la porte, il y avait Charles Hers. Et je disais, mon Dieu, les gens ils vont croire, j'ai marié ma fille, j'ai pas invité les voisins. C'était trop drôle. Ils vont Et venir. après, on leur a dit, vous pouvez venir. Ils sont partis, je crois, les derniers ont dû partir à 2 h du matin. Et on s'était fait la promesse de refaire. Donc après le confinement, je pense qu'on refera des soirées comme ça. Inch'Allah, j'espère bien. Inch'Allah, c'était... Je- C'est à l'algérienne et c'était, voilà, il y avait de la jeunesse, il y avait des mamans, il y avait des artistes. Plusieurs profils et artistiques, plusieurs c'est ce qui est profils. bien. Et c'était, il n'y avait pas de... C'était sain. Et c'est ça qui nous a plu. C'est cette Algérie qu'on aime en fait. Et Voilà. qu'on veut justement montrer à Absolument, l'international. absolument. Tout à fait. Alors déjà, comment vous décrivez votre style? Je sais que vous mélangez un peu moderne, ancien. Pourquoi ce choix? Alors moi, effectivement, j'ai 2 casquettes distinctes. Hein. J'ai la casquette de designer. Donc un designer, c'est un métier, et c'est au service d'une fonction. Oui. D'abord. Et en tant qu'artiste, c'est autre chose. Donc moi, ce que j'utilise en tant qu'artiste, c'est de la construction, déconstruction d'images et de sens. Alors beaucoup de gens prennent un raccourci, ils me disent, tu fais du patchwork? Non. Non, c'est pas Même du- s'il y en a un peu, mais c'est pas du peut-être patchwork. la méthode, C'est- mais l'esprit n'y est pas du Du tout. tout, Oui. voilà, c'est pas la même intention que dans le patchwork d'une part. Et puis il y a autre chose, il y a du dessin, il y a de la photo, il y a de la broderie. En fait, tout peut être utilisé pour moi au service du sens et au service
de l'histoire. J'aime raconter des histoires. Justement. En fait, si on devait dire c'est quoi ma méthode, ben c'est ça, je raconte des histoires avec les moyens que j'ai. Ça peut être de la photo, ça peut être... Et vous, justement, vous faites revivre dans vos histoires dont vous parlez, votre famille. Peu de gens le savent. Donc ça. on y voit C'est ça. peut-être votre fille, C'est vos ça. parents, vos C'est ça, grands-parents. c'est ça. Alors, est-ce que vous êtes nostalgique d'une certaine Algérie que vous n'avez pas pu connaître peut-être? Alors, on peut le dire aux gens, on en a un peu discuté en amont entre nous. Je disais, moi je suis dans un cheminement et beaucoup de gens le sont aujourd'hui, je m'en rends compte, dans un éveil des consciences. C'est mondial et on a tous compris que le principal, ce qui avait du sens, c'est le moment présent. C'est ce moment qu'on est en train de passer. Le passé qu'on est en train de passer. Voilà, les fêtes mettent. Et, où le futur, il n'est pas encore là. Donc ça ne sert à rien, par exemple, de dire « Ah, mais c'est une fatalité, j'ai vécu ça, donc je suis obligée » ou de se victimiser ou quoi. Mais l'avantage du passé, c'est de savoir qui on est. C'est de savoir d'où on vient. C'est, par exemple, ma grand-mère, j'en parle énormément. C'est pour ça que j'ai commencé à la prendre en photo, enfin non, à utiliser ces vieilles photos. Je ne l'ai pas prise en photo. Quand elle était très jeune déjà, elle avait 15 ans et c'était le jour de son mariage. Waouh. Et ça dit, juste ça, ça dit quelque chose. À l'époque, les femmes se mariaient à 15 ans. 12 ans, 13 ans. 15 ans. Oui, 12 ans, 13 ans aussi, ouais. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai eu la chance d'avoir été invitée à l'international. On me suit grâce aux réseaux sociaux. Et on m'avait invitée en tant que réussite au féminin. Donc on me dit, on m'invite et on me dit quelle est ton inspiration entrepreneuriale. Et je dis ma grand-mère. Donc on était en France, ils ont supposé que ma grand-mère avait une entreprise. Donc ok, d'accord. Et il y avait quoi comme entreprise? Je dis non, c'était une femme au foyer, mais c'était un entrepreneur. Exact. Alors comment c'était un entrepreneur? Elle avait, alors toute petite, c'était l'Algérie française, donc c'était la colonie, la colonisation. Et puis ils n'étaient pas très très riches. Elle avait la chance d'avoir eu son certificat d'études, donc elle était outillée pour comprendre par exemple les patrons, parce qu'elle s'est mise à faire de la couture. Comme quoi c'est dans le sang. Hein. Oui, dans le sang. Et puis comment dire, quand on n'a pas quelque chose, on développe des outils. On se donne les moyens de l'avoir. Voilà. Donc elle, ce qu'elle faisait, c'est que par exemple pour son petit frère, elle allait récupérer les costumes des grands qu'elle récupérait, qu'on lui donnait. Elle changeait ça en petits shorts. Elle faisait presque de la customisation. D'accord. Et puis elle a fini par faire finalement de ses propres patrons et tout ça. Et elle dealait chez une voisine qui était une vieille française qui lui prêtait quelques heures de machine à coudre contre une petite aide. Alors elle aidait à faire... c'est bien, c'est du troc en fait. Exactement. Et puis il y avait de l'amitié. Alors je lui disais, mais mamie finalement elle t'a rien appris, tu savais tout faire. Qu'est-ce qu'elle t'a appris? Elle me disait, le chocolat chaud. à l'époque, nous on faisait des gâteaux au miel, mais chocolat chaud. Chocolat chaud, on ne connaissait pas encore. Et ce qui est bien, c'est que quand l'Algérie est devenue indépendante et qu'elle n'avait plus besoin de travailler, parce que mon grand-père s'en sortait bien, il était imprimeur à l'époque, mais à l'ancienne. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je me suis mise aussi dans les arts graphiques aussi. Quand il lui donnait de l'argent pour faire les courses, elle lui rendait pas la monnaie, la petite monnaie. Elle a économisé? Elle économisait. La petite monnaie, qu'est-ce qu'elle faisait avec? Elle achetait de la laine. Cette laine, elle faisait des pulls. Elle vendait ses pulls pendant ce temps, mon grand-père au courant de rien. Elle vendait ses pulls, donc elle a fait une plus-value. Et avec cette plus-value, doucement, doucement, elle a fini par acheter une première puis une seconde machine à coudre. Et avec un comité de quartier, alors je dis comité... C'est un business là qu'elle a monté. Comité de quartier, pas vraiment, c'était les nanas du voisinage, elles discutaient entre elles. Et elle savait, parce qu'elle savait quand elle était jeune qu'on n'avait pas laissé partir au lycée parce qu'il fallait prendre le train, donc il fallait qu'elle reste à la maison. Elle voyait les femmes dans le quartier dont les grands frères ne laissaient peut-être pas sortir pour travailler. Si elle savait coudre, elle offrait la machine à coudre. Et c'était finalement... Voilà. C'est-à-dire qu'elle donnait le moyen à cette fille finalement de pouvoir entreprendre chez elle et être autonome et de développer un petit business de proximité. Et je me dis, mais c'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça, bien sûr. Et puis elle avait aussi autre chose qui était extraordinaire, c'est que la maison était à Bougie, vue sur mer. Magnifique paysage. Gros bonheur. Et donc du coup, et par contre on était 17 petits-enfants à l'époque, on est beaucoup plus maintenant. Et lorsqu'on partait tous au même moment, il fallait nourrir tout ce monde, même si à l'époque les moyens ça allait, voilà, en Algérie on mange pour pas cher. Ça reste une responsabilité. Mais il faut éplucher les légumes, il faut faire les lits et tout. Et elle nous disait pas corvée, elle nous disait atelier. Atelier épluchage, atelier couture, atelier... Et puis les tout petits disaient « Ah, moi cette année, je n'ai pas encore le droit à rentrer à la cuisine, ça sera l'année prochaine. » Et donc voilà. Je suis absorbée dans vos histoires. Mais c'est magnifique. Et ça, je suis persuadée que
nos mères et nos grands-mères, il y a plein d'histoires comme ça. Tout à l'heure, Et je pense que celles qui nous regardent, je pense qu'il y en a beaucoup, elles sont ravies de vous écouter. Mais et en fait, moi, ce que je dis, il faut raconter ces histoires parce qu'on pense que c'est acquis et que c'est normal, alors que c'est un trésor. Et c'est ça qu'il va falloir partager avec nos enfants. Parce que là, je discutais avec un jeune que j'aime beaucoup, qui entreprend dans le tourisme, et qui me disait c'est compliqué, la vie, on n'arrive pas à faire... Je lui dis mais concentre-toi sur des choses positives, regarde des exemples positifs. Et on a un exemple justement en Suisse, restez avec nous Hania Zazoua. Super. Exemple en Suisse, à la frontière franco-suisse, c'est Zakila Bouacha qui est avec nous. Bonjour. Bonjour et salam alaikum. Comment ça va? Salam à tout le monde, aux Algériens. Comment tu vas? Comment ça va? Très bien, très bien, très bien, je vous écoute. Très bien, alors je précise, vous êtes à la frontière franco-suisse, c'est bien ça? À Annemasse? Exactement, à Annemasse. Merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, pour commencer, déjà, je me présente, Zakaria Bouaïcha, jeune Algérien de 30 ans, arrivé en Europe en 2014 déjà. Oui. Et je travaille en France et en Suisse. Donc, je fais du mi-temps en France et du mi-temps en Suisse. Ah bah bravo. Merci beaucoup. Je suis professeur dans un lycée en France. Professeur de quoi exactement? Je me suis lancé dans le libéral. Pardon? Professeur en quoi exactement? Alors, je suis professeur en mathématiques et sciences physiques dans un lycée professionnel. D'accord. Et puis, récemment, je me suis lancé récemment dans le libéral, dans l'ingénierie. L'ingénierie civile, c'est mon métier de base. Très bien. Donc, je tiens à préciser, vous avez fait vos études en Algérie? Oui, alors, oui, j'ai fait comme tous les jeunes Algériens, après avoir obtenu son baccalauréat en 2006, j'ai fait 5 ans d'université dans le génie civil. C'est à l'université de Mostaganem et après, je suis arrivé en France pour faire un master aussi dans le génie civil avec un diplôme de master. D'accord, là, c'est bien, c'est un très beau parcours. Hein. Merci. Et depuis 2016, je suis sur Genève, c'est à l'école d'ingénieurs de Genève, où j'effectue une équivalence de diplôme dans le génie civil. Très beau parcours, eh bien, on vous souhaite une bonne continuation. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas rentré en Algérie? Alors, ça fait exactement 6 ans et un jour, parce que je suis arrivé le... On est quoi? On est le 16. Non, ça fait 6 ans et 2 jours. Merci pour la précision, c'est énorme. Ouais, et qu'est-ce qui vous arrive? Je suis arrivé le 14 août 2014. Un autre Algérien, parce que la semaine dernière, on avait une Algérienne, Bouchara, qui était en Turquie. Ça faisait 2 ans qu'elle n'était pas rentrée au pays. Monsieur Bouchara, ça fait 6 ans. Les deux, on va vous rapatrier de force. Là, c'est bon, on va envoyer les gros moyens. On va vous ramener de force. Mais c'est beaucoup. Vos parents vous manquent, j'imagine. Beaucoup. Ah oui. Ils montent vous voir ou ils montent vous voir, j'imagine. L'odeur, les amis, la ville, Mostaganem, tout. Bon, les amis, dites-nous, vous les avez remplacés ou pas? On ne peut jamais remplacer l'Algérie. Voilà, c'est bien dit. C'est bien dit. Très bien. Alors, dites-moi, comment vous vivez cette période de confinement? Je pense que vous avez dû faire du télétravail, j'imagine. En Suisse, un pays qui n'a pas été très bien. Oui, dites-moi. C'était pas vraiment un confinement à la française ou à l'algérienne, c'était un semi-confinement. Un confinement libre. Pas vraiment... On vous entend plus. J'ai dit, en fait, en Suisse, c'était pas vraiment un confinement à la française ou à l'algérienne. Oui. C'était un semi-confinement, donc on l'a pas vraiment senti. D'accord. Oui, c'était un confinement avec distanciation, tout en respectant la distanciation physique, c'est ça? Voilà, il n'y avait pas d'attestation comme dans d'autres pays. Non, pas en Suisse. D'accord, ok. Dites-moi, vous êtes en relation, vous avez des amis algériens, j'imagine? J'ai beaucoup d'amis algériens, oui. Très bien, pourtant il n'y en a pas beaucoup à Genève. Il n'y a pas beaucoup d'Algériens à Genève.
Il n'y a pas beaucoup d'Algériens, mais on a réussi à l'aide d'un ami à moi à essayer de rassembler un peu la communauté dans le coin, dans la région, en créant un groupe Facebook étudiants algériens en Suisse. D'accord. Et grâce à ça, on a pu organiser des soirées, des rencontres, etc. Ah, c'est bien. Du coup, d'accord. Du coup, je pense que vous passez les fêtes traditionnelles en groupe. Oui, tout à fait. C'est la deuxième année où on se rassemble autour de l'Aïd Kibir. D'accord. Les mesures, non pas les mesures. Hein. Chouïa. Les mesures les mesures barrières, j'imagine qu'elles n'ont pas été trop respectées. Respecter, on va dire, on essaye de respecter au max. On essaie, c'est bien. Il faut dire la vérité. L'association, etc. Mais c'est certes que c'est compliqué et on essaye de faire de notre mieux. D'accord, d'accord. Écoutez, on vous souhaite bon courage. On espère vous revoir très bientôt. En Algérie, j'espère, pourquoi pas. Ça va. Sinon, vous nous forcez à nous déplacer sur Genève. Voilà. Le voyage va être très long. Hein. Merci. On va venir vous chercher. Merci Zakila d'avoir été avec nous. Bon courage. Et puis, bonne soirée chez vous. Merci. Au revoir. Merci, pareillement. Au revoir. C'est bien, c'est beau de voir la jeunesse algérienne qui réussit, qui arrive à faire des choses. Oui. Ils sont impressionnants. Moi, je vois la communauté algérienne un peu partout. C'est impressionnant comme avec un cadre particulier, ils arrivent à suivre. C'est-à-dire que quand on dit que les Algériens sont ceci ou cela, ou médiocres ou pas médiocres, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Quand la consigne est claire, ben, l'être humain, quel qu'il soit... Eh bien, je vais vous dire, les Algériens sont les plus forts en matière scientifique à l'étranger. Oui, mais même en Algérie. Même en Algérie, oui. Le niveau est beaucoup plus élevé. Si on prend les matières scientifiques physiques pour les gens qui sont maths LM, maths, physique, chimie, le niveau est beaucoup plus élevé que les gens qui sont issus d'un bac français. Voilà, sans dénigrer le non, bien sûr. Français, non, mais c'est la manière de... Oui, voilà. Moi, j'ai vu ça, justement, j'ai une ado. Oui. Et pour le brevet français, c'est impressionnant comme les matières scientifiques en Algérie, elle me disait, j'avais l'impression que c'était un jeu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien, ils ont une longueur d'avance. C'est ça. Très bien. Hania Zazouad, on revient à votre parcours, bien sûr. Petite aération. Non, mais c'est bien de rencontrer d'autres parcours. Et puis j'imagine, je ne lui ai pas dit, mais j'imagine que, en tout cas c'était mon cas, je n'ai jamais autant aimé l'Algérie. Loin de l'Algérie. Voilà. Je vous rejoins parce que j'ai vécu la même chose. Ouais, c'est là où on revoit ce qu'il disait. Il disait les senteurs, les senteurs. Des fois on est là, on est gné. Et puis finalement, si. Et même, je vais vous dire autre chose, quelque chose d'impressionnant parce que en général on est concerné, mais même quand on ne l'est pas forcément. Je me comprends. Oui. L'Aden. Oui. L'Aden, des fois, il est là 5 fois par jour. On est content de l'entendre la nuit. Hein. Mais quand on rentre, c'est comme une musique en fait. Ouais. On se dit, ah mais tiens, on a la chair de poule. Quoi. On se dit, c'est vrai. On a vraiment la chair de poule quand on l'entend. Les ramadans à l'étranger, on met la télé à fond. C'est ça. Pour Aden, lors de manger. Ouais. Et puis Chabi aussi. Pardon? Et Chabi aussi. Ah oui, ça va de soi. C'est une paire. Mais c'est vrai que l'Aden, surtout, selon les régions, il y a c'est presque chanté, voilà. C'est dit d'une certaine manière et là on s'en rend même plus compte parce qu'on l'entend, enfin, c'est lié à la prière alors que là on est chez nous. On est chez nous, bienvenue, c'est un peu notre bienvenue. C'est ça. Voilà, donc j'aimerais juste, à travers, vous créez beaucoup de choses, alors vous rassemblez des pièces, vous les cousez, vous mettez même des détails qui ont toute leur importance. Ouais. Souvent, les gens ne s'attardent pas sur les détails. Ouais. Vous axez un peu, vous essayez de les mettre en valeur, les mettre en relief. Alors, pourquoi? Alors ça, je pense que c'est aussi lié à ma personnalité. En fait, je suis... Il faut creuser pour bien vous connaître. Je suis poulpe, je suis boulimique dans tous les sens du terme. J'adore la métaphore, j'adore l'image. Non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est un même cerveau, mais c'est plusieurs tentacules. Donc j'ai envie de faire plein de choses. Oui. Et du coup, j'arrive à trouver des passerelles. Oui. Par exemple, j'arrive à faire de la broderie alors que je ne suis pas brodeuse. Je chine de vieilles pièces, par exemple. Ce que j'adore faire, c'est trouver des petits bouts de tissu très onéreux, très beaux, comme du brocart en fait, très travaillés. Et acheter un tissu à 2 sous à Bab El Oued. Tout simple. Et les faire cohabiter. Et pour moi, c'est comme la vie. Ouais. Et les gens trouvent ça beau parce qu'ils savent que c'est une créatrice qui a fait ça et que si je l'ai fait, c'est que ça doit être beau. Voilà. Alors que dans la vraie vie, on va dire ça et ça va pas ensemble. C'est ça. Et pourtant.
En fait, c'est des métaphores aussi de la vie que j'essaye de faire. Voilà, vous avez une composition. Derrière cette composition, il y a cette composition, décomposition d'images et de sens. Je voilà. déconstruis. C'est ça, une Je déconstruis beaucoup. Vous construisez pour déconstruire. C'est ça. C'est bon. Non, non, je déconstruis pour construire. Vous déconstruisez pour construire. Pour construire. Voilà. En fait, je construis dans l'effet inverse. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'images d'avant. C'est-à-dire que je repars en arrière, je vais piocher dans nos racines, mais pour les rendre contemporaines. Et puis, je joue aussi d'autres choses. J'ai commencé par le design, donc très épuré. Mes maîtres pensants, on va dire, et ceux que j'ai suivis avec beaucoup d'attention, mais j'aime toujours ça, c'est des designers hommes, épurés, noirs, blancs. J'ai aimé ça, mais à un moment donné, j'avais envie de mettre de la couleur. Et j'en ai tellement joué que j'en surjoue. Et je joue de quelque chose qui est drôle parce que du coup, les gens se disent « Ah, mais c'est normal, c'est une fille, c'est pour ça qu'elle met de la couleur. » Sauf que chez moi, la couleur est un cheval de Troie. Il y a toute une symbolique derrière. C'est ça, on est tranquille, on se dit « Ah, c'est joli. » La première chose qu'on se dit, d'ailleurs, moi, ça m'égratine, mais ça ne me gêne pas. Au début, on se dit « C'est joli. » Et quand on regarde dans le « C'est joli », de temps en temps, tout va bien. Puis on voit comme une broderie, encore normale, ok, c'est une nana. Et puis on voit que en fait, c'est pas une broderie, c'est des mouches qui forment la broderie. Puis les gens me disent, mais pourquoi tu as mis des mouches? Mais ça va pas. Et j'explique, je dis, s'il y a des mouches, c'est que tout a l'air de fonctionner, mais s'il y a des mouches, c'est qu'il y a quelque chose qui est en putréfaction. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas en train de pourrir. C'est pas parce qu'on l'a caché qu'on voit pas qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a l'odeur. Il y a l'odeur, voilà. Exactement. Et le dernier point, et ça aussi c'est mon dada, et c'était un peu compliqué de le faire en Algérie, c'était plus simple de l'autre côté, mais c'est d'utiliser du kitsch conscient. D'accord. Voilà. Super, d'accord. Eh bien, une dernière chose, alors vous êtes dans toujours cette recherche de soif de liberté. Oui. C'est un peu, peut-être vous parlez au nom de beaucoup de gens. Liberté artistique. Ouais, mais moi, le prisme, c'est toujours moi, hein. C'est-à-dire que c'est mon petit nombril. Et je prends aussi cette métaphore de la plage. Si la plage est nickel, c'est que chaque grain de sable s'occupe à être un super grain de sable. Voilà. Si chacun de nous, mais c'est vrai, bien dit. Si chacun de nous s'occupe à être au mieux, les choses se font d'elles-mêmes. Voilà, ça s'auto-organise. Alors donc qu'est-ce qu'on disait? Alors Pipelette, créer chaque artiste, c'est un peu le propre de chaque artiste de vouloir créer la soif de liberté. Oui, la liberté, voilà. Et la liberté, alors non seulement elle est importante, alors c'est drôle parce que avant de faire, on l'a pas dit ça, mais avant de faire Beaux-Arts et tout ça, j'avais commencé par Sciences Po. C'est-à-dire que moi je voulais sauver la veuve et l'orphelin, et je me rappelle que mon père me disait, mais quand on t'écoute, on a l'impression que tu as été battue toute ta vie. Et je lui ai dit justement, j'ai jamais entendu. Je lui ai dit j'ai tellement eu une liberté, en tout cas quand j'étais jeune, que du coup, je n'acceptais pas les injustices ailleurs. Je ne supporte pas les injustices. Et je le répercute sur ma façon de travailler. J'aime cette liberté. Par exemple, beaucoup de gens me disent « t'es féministe ». Moi, je ne me sens pas féministe, ni je ne le dénigre. C'est juste qu'il se trouve que je suis une femme. Et je suis plus humaniste, en fait. Voilà, que féministe. Voilà. Et c'est un tout autre domaine encore. Je suis une femme et je milite pour mes droits. Voilà. Mais je milite aussi pour les droits des hommes, des vieux, des jeunes. Humaniste, des hommes. Voilà. Tout simplement. C'est le bon mot. Et le secret de la liberté, c'est que si on veut avoir la liberté, il faut aussi accepter celle des autres. Oui. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Voilà. Ça ne sert à rien de vouloir être libre si on veut que l'autre fasse quelque chose. Comme nous. Exactement. Il faut accepter que l'autre ait le droit d'être différent et réciproquement. Très bien, on finit sur une très bonne touche. Merci. Ravie. Zazwa, je suis ravie de vous rencontrer. Alors, très belle rencontre. De même. Humaine. On peut le dire. Professionnelle. Oui, trop jolie. N'est-ce pas? C'est sympa et merci pour l'invitation. Merci. Je vous en prie. Merci d'être avec nous. Ah oui. Tout de suite, vous verrez le portrait d'un photographe fait par notre reporter Lamia Boudbouda. Regardez. Inspiré Alger. Je me suis lancé في la photo بلا ما فق بلا ما على بالي.
Alger, c'est mes repères. Alger, c'est moi. حمتي ما فيل ناطال كل حاجة دونك ونحبها باسكو هي بارتيكولير ما تشبهش لي زوتر Cet amour pour Alger, Farouk veut le partager coûte que coûte avec tous les amoureux de la bien gardée El Mahrousa. C'est un bonheur pour moi. J'aime partager. Parce que ça ne veut rien dire le can dire des photos garder au milieu. Donc je partage. Je partage au maximum. وما نخلي عندي والو كامل بارطاجيها. هذاك هو البليزير ديالي. Retraité 30 ans au service de la Poste, Farouk marche depuis. Vous l'avez peut-être aperçu dans un coin ou recoin de la ville. Il a l'œil au bout des doigts. J'aime marcher. Alger تعرف فيها كي تمشي. لازم تمشي باش تعرفي ألجي. كاين لي ديتاي تشوف فيهم غير كي تكوني تمشي. C'est important. L'amirauté, le cœur du photographe s'emballe. Ici, son imaginaire s'agite. Sa mémoire remonte le temps jusqu'à la fabuleuse histoire de ce lieu. Chaque matin نوض نروح ندير لوفي دو سولاي لازم نكون حاضر فيه مهما كانت الساعة ل 4 دو ماتان 5 6 نحضر اللوفي دو سولاي نصور لوندروا لو بلو سوفون يكون فيه نكون اليس فيه ونحبه بزاف سي بيان دو كوتي دو لاميروتي الجامع الكبير وحاجه سي ان سيت هيستوريك فيه بريسك 3 مليون ديستوار وانا جي فيكو بزاف تما باسكو جي ترافايو شاك بوستو سي جوست ا كوتي دونك ايماجيني 30 طون تاع خدمه في شاك بوستو ودونك جو كونتينيو توجور باش نروح لتماك. Fixer l'inattendu, saisir l'instant pour l'éternité dans un langage universel. Voilà ce que nous offre Farouk Touni dans la photographie et la littérature de l'œil. Une page à suivre absolument. Ouais. Ok, super. Ça se coupe pas dit. De retour sur le plateau de Canal J, merci de nous être fidèles, merci d'être avec nous. Bienvenue avec notre deuxième invité. Bonjour Mohamed Amin Zarghini. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour m'avoir invité à présenter mon projet Youdaoui. Justement, alors vous êtes justement à la tête de cette application, fondateur de l'application Youdaoui. En quoi elle consiste exactement? En fait, Youdaoui est une application de mise en relation patient-professionnel de la santé. D'accord. En d'autres termes, voilà, ça. Voilà, en d'autres termes, vous avez deux. besoin d'un médecin, d'un paramédical, d'un infirmier ou d'une ambulance. Vous allez sur l'application, vous pouvez commander un de ces services. D'accord. Toutes sortes je veux dire toutes sortes, infirmiers, kinés, ambulanciers aussi. Exactement. D'accord, parce que franchement, j'ai eu une mésaventure il y a quelques années, c'est que voilà, ma mère était tombée, etc. Pas d'ambulance. Exactement. Pas d'ambulance, j'ai dû appeler un ami, le Maarifa, etc. pour me ramener une ambulance qui était vide. Voilà, c'est un des besoins qu'on a actuellement trouvé dans la société algérienne, c'est que les gens ne savaient pas exactement qui contacter quand ils avaient besoin d'un médecin pour venir à domicile. Très bien, donc elle répertorie un peu médecin, infirmier pour se déplacer chez le patient où qu'il soit. Exactement. Donc l'application, je pense qu'on a une petite application sympathique pour nous montrer vidéo un peu. explicative. On vous la montrera tout à l'heure dès qu'elle sera prête. Entre-temps, alors ça géolocalise le patient. Exactement. C'est un peu comme les services VTC, dont on ne donnera pas le nom pour l'instant. Géolocalisation, en fonction de là où on est, on repère un peu les médecins qui sont à proximité de nous. Exactement. Donc la procédure de l'application est très simple. Oui. Vous téléchargez l'application sur l'App Store ou le Google Play. Ah c'est bien, elle est aussi disponible sur iOS. Sur iOS excellent, aussi. Excellent. Voilà, vous enregistrez, vous identifiez bien sûr. Oui. Vous choisissez le service de santé dont vous avez besoin. Oui. On va prendre par exemple un médecin généraliste. Oui. Vous sélectionnez médecin généraliste, l'application va vous géolocaliser, puis va vous donner une liste de médecins généralistes autour de vous et disponibles à l'heure actuelle. Génial, d'accord, voilà. Super servi. En tout cas, c'est très... Elle est lancée?
elle est disponible sur les stores, mais on prévoit le lancement pour le 1er septembre. Génial. Je pense que la conjoncture actuelle a fait que vous avez peut-être un peu speedé. Exactement. Alors, on a identifié 2 besoins en vérité. Bon, le premier besoin, c'est ce que vous avez dit au début. Les Algériens ont tendance à ne pas savoir qui contacter pour des soins. Toujours appeler les proches, les amis pour savoir qui est dispo à cette heure-ci. Oui. Exactement. Et le deuxième, c'est cette période assez critique du Covid où, par exemple, il y a des recherches qui sont parues qui disent que les patients ont du mal et sont réticents à aller dans les cabinets et à aller aux urgences pour se faire soigner. Il y a une peur en ce moment. Voilà. Il y a aussi l'aspect psychologique dont on peut parler aussi, c'est que les gens sont un peu apeurés de se dire voilà, on va mettre les pieds là où des gens qui ont eu le Covid, la Covid, voilà, on va mettre les pieds là où ils ont mis les pieds, on va être contaminés. C'est exactement ça. C'est vraiment des recherches sérieuses qui sont sorties à l'étranger qui disaient que, par exemple, 60% des malades chroniques qui ont un diabète n'allaient pas à leur rendez-vous médecin parce qu'ils avaient peur d'être contaminés par le Covid. Donc, c'est un problème de santé publique. Tout à fait. Donc, une application qui, sociale, hein, oui. Un problème de société qu'on relève aujourd'hui. Voilà. Alors, Youdaoui, c'est un entrepreneuriat dit d'impact. Donc ça donne des avantages à plusieurs niveaux. Oui. Ça donne des avantages sociaux, ça donne une nouvelle option aux personnes, aux patients pour trouver des services de soins. Oui. Ça donne des avantages aussi pour les professionnels. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent une nouvelle manière de travailler. Voilà, donc ils ont plus de flexibilité, ils travaillent quand ils veulent, ils s'enregistrent totalement librement. Ils n'ont aucun... Ils n'ont pas de compte à rendre à leur employeur peut-être? Pas du tout. S'ils sont médecins au sein d'un établissement hospitalier, à l'hôpital, est-ce qu'ils doivent justement notifier ça? Par exemple, pour l'hospitalier, oui, mais nous visons surtout les médecins libéraux. D'accord. Qui, eux, n'ont pas et cherchent une nouvelle patientèle et cherchent des horaires plus flexibles. Ils peuvent travailler toute la journée, ils peuvent trouver des patients le matin et le soir, comme ils veulent. Très bien. Alors, est-ce que le patient, une fois qu'il est inscrit, est-ce qu'il doit répertorier sur son profil ses antécédents médicaux peut-être pour être mieux orienté? Ou c'est un médecin généraliste qui vient d'abord, qui lui va l'orienter vers un spécialiste s'il y a besoin? Voilà. Alors, la question du dossier médical sur l'application, c'est une question assez difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la sécurité de la donnée médicale. Ouais. Donc ça, on attend un peu l'évolution, de voir comment Youdaoui va évoluer pour l'intégrer un peu sur cette application. C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord familiariser le patient. Familiariser le patient à utiliser une application médicale, de e-santé si vous voulez, puis commencer à intégrer petit à petit de nouvelles fonctions. D'accord, super. Alors on a la vidéo, l'application, justement le mode d'emploi un peu, vidéo, on le regarde. Besoin d'une consultation médicale ou de soins infirmiers? Besoin d'une ambulance? Youdaoui est une application qui vous met en relation avec des professionnels de la santé à domicile. Avec Youdaoui, vous pouvez faire intervenir un médecin ou un infirmier à la maison dans la journée. Dès que vous nous sollicitez, nous traitons votre requête et vous envoyons une estimation du temps d'arrivée de l'intervenant médical et du coût de la prestation. Une fois validé, vous pourrez traquer l'intervenant jusqu'à son arrivée à l'adresse convenue. Youdaoui vous propose aussi de vous mettre en relation avec une ambulance si un déplacement est nécessaire. N'attendez plus, téléchargez l'application, inscrivez-vous et trouvez le professionnel santé le plus proche. Voilà, donc une application qui résume un peu le mode d'emploi, qui est très explicite, donc à la portée de tout le monde, des plus jeunes aux plus vieux. Donc c'est super, en tout cas, merci pour votre travail. J'aurais juste encore une question. Est-ce que alors, les médecins, on les vérifie ou pas? Exactement. Voilà, c'est pas n'importe qui peut être... Exactement, il y a un process d'enregistrement pour les médecins, dont ils peuvent se préenregistrer sur l'application directe Youdaoui Pro, qui est une application réservée pour les médecins. Puis ils doivent nous fournir un dossier qui est en compliance avec la législation nationale, bien sûr, pour prouver qu'ils ont le droit de travailler dans leur spécialité, ou que ce soit un médecin, un infirmier ou un ambulancier, bien sûr. Ils doivent tous nous procurer, par exemple, une carte professionnelle ou un diplôme ou quelque chose qui prouve qu'on ne peut pas envoyer un professionnel sans le vérifier, bien sûr. On ne peut pas envoyer des gens comme ça. Et oui, c'est vraiment... C'est vous-même qui vous en occupez? Vous avez des gens qui... Non, bien sûr, on a une équipe. Toute une équipe. On est toute une équipe qui travaille vraiment
dur pour essayer d'apporter de plus en plus de trucs aux patients, de plus en plus de fonctionnalités aux patients et de plus en plus de services aux patients. D'accord. Alors, brièvement, comment monter, être à la tête de cette entreprise application? Il faut un informaticien, un graphiste? Alors, histoire d'encourager un peu la jeune génération qui regorge d'idées, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Dites-nous un peu. Alors d'abord, il y a des challenges. Voilà. On parle de challenge. Le premier challenge, c'est vraiment identifier le besoin. Oui. Alors ça, c'est le premier challenge. Il faut vraiment identifier, pour Youdaoui, on a vraiment identifié le besoin de l'Algérien. Qui est réel. Hein. Qui est réel. Donc ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que si vous montez sur une application sur une vue de l'esprit, ça veut dire sans vraiment identifier ce truc-là, ça ne marchera pas. Le deuxième challenge, c'est connaître sa cible. Donc connaître l'environnement algérien, connaître la population algérienne, dans le cadre algérien. Oui. Le troisième challenge, je pense que c'est la convivialité de ce genre d'application. Donc on a beaucoup travaillé sur le fait que l'application soit très simple d'utilisation. Et ça, c'était vraiment... Pas besoin de se concentrer ou de... Exactement. Il faut que le patient n'ait pas de difficulté pour arriver à vraiment atteindre un surtout médecin. S'il est tout seul à la maison, il a besoin d'appeler, il faudrait qu'il ait tout... Même s'il a des douleurs ou autre, il est capable justement de faire sa recherche. Enfin, moi, exactement. Je pense à ça. Il faut que ça soit, ça soit une icône, il appuie sur l'icône, ça le géolocalise. Dès qu'il est géolocalisé, il tape sur le premier médecin et le médecin l'appelle et il se déplace vers chez lui. D'accord. Voilà. Ça vous a mis combien de temps pour la mettre en place? Ça m'a mis plusieurs semaines de développement, plus plusieurs semaines de revue de l'application. Vous savez que c'est pas très long, hein. Franchement, chapeau. Hein. Ben, c'est un peu mon métier à la base, donc je connais un peu Vous êtes quoi exactement? Alors moi, je suis consultant en gestion de l'information médicale. D'accord. Et bien sûr, le fondateur de plusieurs sociétés dans ce secteur-là. D'accord. Alors bon, au début, je pense que ça fera pas... J'espère que ça fera fureur, je vous le souhaite de tout corps. Merci en tout cas. beaucoup. Mais plus de gens il y a sur l'application, mieux la plateforme se portera. Voilà, ça c'est le dernier challenge. Le dernier challenge, c'est l'adhésion. L'adhésion, que tout le monde adhère. Voilà. L'adhésion des patients et l'adhésion des professionnels. Oui. C'est-à-dire que, et ça, c'est très important. Et mon équipe fait un gros travail de communication et d'éducation, de formation, pour montrer les avantages d'utiliser une telle plateforme. Comment ils le font, ce travail de communication? Alors, ça passe par des formations en physique, ça, maintenant un peu compliqué avec la Covid, ça passe par de la communication sur le digital, sur les réseaux sociaux. Il y a des remises à niveau? Voilà, remise à niveau pour les médecins, c'est très difficile parce que vraiment on les... Je parle de l'aspect communication en fait. Oui, oui, clairement. On évolue, la technologie évolue. Exactement. Il y a de nouvelles façons de communiquer. Il faut essayer d'utiliser toujours les dernières technologies pour faire ce genre d'application, oui. D'accord, c'est votre premier passage? C'est mon premier passage. D'accord, on n'espère pas le dernier? Ah, j'espère pas. Une fois qu'elle est lancée, on vous réinvitera sur le plateau. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, j'aimerais juste terminer. Dites-nous, s'il vous plaît. J'aimerais remercier déjà mon équipe et les gens autour de moi, ma famille qui m'ont vraiment supporté sur supporter, j'aime bien le mot supporter. Je suis un peu anglophone, donc ils m'ont vraiment supporté, oui, si vous voulez. En anglais, ça veut dire, ils vous ont accompagné. Accompagné, vraiment, durant toute cette période. Et j'aimerais aussi remercier tout le corps médical qui fait un travail exceptionnel pendant cette période et qui a toujours fait d'ailleurs. Et voilà. Et on espère vous voir grandir. Je parle de l'application. Pourquoi pas joindre des médecins, c'est-à-dire des médecins qui sont chez vous, qui travaillent que pour vous, qui accompagnera le patient de A à Z, de la consultation. Oui, voilà, pour plus tard. Voilà, ça existe déjà à l'étranger, on espère le voir ici en Algérie. On verra. C'est déjà un très bon début. Merci beaucoup. Merci. Et puis, c'est ce qu'on disait dans les coulisses tout à l'heure des studios. C'est une très belle initiative. Enfin, une application qui pourra remédier à justement toutes nos pensées un peu sombres. Voilà, il n'y a pas de médecin, comment on va faire? Il fait tard, il est minuit, 1h du matin, j'ai mal au ventre. Non, attends, demain on va à l'hôpital parce qu'il n'y a rien maintenant. Ben là, maintenant, on installe l'application Youdaoui, youdaoui.com, voilà, donc youdaoui.com. Vous avez une page Facebook? On a une page Facebook, on a une page Instagram, LinkedIn, Twitter, on est voilà, partout. Ils sont partout. Snapchat peut-être, allez. Non, pas encore. TikTok, pourquoi bientôt. Bientôt pour la très très jeune génération. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Petite aération musicale pour respirer tout court. Eh bien, regardez. السلام عليكم.
Merci d'être avec nous. On est en compagnie de notre troisième invité, pas des moindres. Il est acteur, il s'appelle Jamal Awan. Jamal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous, merci pour cette invitation. Je vous en prie. Alors, on a failli ne pas vous reconnaître. Et je parle au nom de tous, c'est unanime. Cette barbe, c'est pourquoi avec cette fameuse beubara. Oui. Là, c'est pour les besoins. Bon, on ne va pas vendre la mèche. D'accord. Mais c'est juste pour les besoins d'un. Inch'Allah. On ne peut pas avoir un petit scoop? Pas encore. Pour les besoins d'un personnage, un caractère bien précis. D'accord. Et il faut s'identifier, on va dire, avec le. Pour être dans la peau du personnage. Physiquement. Très Voilà, bien. En tout cas, on a hâte de vous voir sur nos écrans. Ce sera pour bientôt, pour quand? Bon, pour ce qui est des nouveautés, il n'y a pas longtemps, on a fait un feuilleton. Oui. C'était avec la télévision. Samt El Abriya. Non, c'est un tout autre. Oui. Le tout dernier, c'était en 2020. On a commencé le mois de janvier, le tournage. Malheureusement, ça a dû s'arrêter. Via la pandémie. Donc on a commencé, on va dire, on a entamé les 70% du tournage. D'accord. C'était une histoire écrite par le scénariste Slimane Boubkar. D'accord. Il a une plume, j'ai adhéré beaucoup à sa plume, très belle plume, et c'est lui qui a, pour juste les téléspectateurs et Arfouchkoun, c'est lui qui a écrit le Bedra, c'est lui qui a écrit les 3 saisons d'Amzian, et il a beaucoup de choses, notamment réalisées par M. Bachir Selami, qui a signé mon retour. Et comme on dit... vous êtes très bien entouré. Hein. Oui, c'est un ami, il est devenu un ami, hein, jamais 203. J'ai déjà bossé avec ce monsieur en 2015-16, c'est lui qui m'a fait... connaître auprès du grand public, et maintenant on revient avec un autre feuilleton, avec une autre histoire, avec notre personnage. Très bien, alors quand on vous voit sans cette barbe, on pense à... On se rappelle la série, la fameuse série télévisée Samt El Abriya. Exactement. Hein. Voilà. Vous êtes nostalgique? Oui, c'était sur un bon bout de temps. Il n'y a pas 3 ans. 3 ans de cela. Voilà, c'était une histoire d'amour. Oui. On va dire une espèce d'amour romance turc. Oui. C'était une adaptation via la télévision. C'était un scénario turc pour la première fois. C'était fait dans le cadre d'échanges culturels. Oui. Et moi, j'ai campé le fameux personnage de Omar. C'était un peu l'espèce de prince charmant du feuilleton. On va dire le gendre idéal, c'est le gentil garçon qui malheureusement paie les pots cassés des autres personnages. Oui. Et donc c'était bien, c'était réalisé par Ammar Tribesh. Après, il y a eu le fameux duo Anna ou Sarah Lalama, qu'on salue par le passage. Aussi, il y avait une panoplie d'acteurs entre l'ancienne génération, la nouvelle. La nouvelle. Justement, vous avez eu à apprendre de l'ancienne génération. Vous étiez un peu coaché, on peut vous dire que vous aviez un mentor quelque part? Oui, en fait, tous ces acteurs-là, comme Tinhinan, je cite Tinhinan par exemple, Nordin Bossouf, il y avait beaucoup d'acteurs que j'ai déjà bossé avec eux par le passé. Et donc, c'était une alchimie directe. C'était la connexion, elle était vite faite, quoi. D'accord. Et donc, on s'est amusé, c'était très sympathique. Très bien, très bien. Alors, vous êtes artiste très actif de la nouvelle génération. Oui. J'imagine que vous êtes sollicité par beaucoup de réalisateurs. Là, vous le savez, on procède par étapes de déconfinement. Tout va reprendre progressivement, graduellement, tout en respectant les mesures barrières. On ne cessera de vous le redire. Est-ce que vous avez déjà des appels justement pour de nouvelles productions, mis à part le rôle vous préparez déjà, auquel vous préparez déjà? J'ai eu quelques propositions, des amis réels, des amis producteurs. Pour l'instant, on ne va pas crier ça sur tous les toits, c'est-à-dire ce n'est pas encore concrétisé. Maintenant, côté télé, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis sur un nouveau feuilleton. J'ai campé un personnage, l'un des rôles principaux. Et c'est un personnage très positif, omniprésent, on le voit dès les premiers épisodes jusqu'à la fin. C'est un médecin. Et il a cette approche directe avec l'actrice principale, qui, elle, toute l'histoire tourne autour de cette fille, qui a une espèce de sarcasme, d'espèce de problématique qui entoure depuis son jeune âge. Et qu'on comprend que tout cela est relié par rapport au divorce de ses parents. Donc on va étudier sur... Elle vit un mal-être à l'âge adulte. Et un mal-être qu'on le comprend uniquement quand on retrace un peu son enfance. Un peu, voilà, son parcours. Via son caractère, il y a tous ces personnages qui l'entourent, une espèce de noyau, on va dire. Voilà, donc mon personnage était là pour épauler cette fille. Il a une connexion directe avec ses parents, avec son ex, avec sa future femme, avec enfin tout ce tralala. D'accord. Et l'Amlefat, j'ai fait 2 films. J'ai fait 2 films. Pardon? Voilà. L'année passée, on a fait 2 films. 2 films? 2 films long métrage. J'ai campé les 2 premiers rôles. Un film qui était
sur l'histoire incroyable du personnage emblématique Ahmed Bey. Oui. Ça retrace l'histoire, on va dire, de 1815 jusqu'à la chute de Constantine 1837. Vous êtes de Constantine? Non, je suis d'Alger. Pas du tout. Je suis d'Alger. On va dire Azfoun. D'accord, ok. Asalil, Osol. Mais voilà, citoyen du monde, comme on dit, un peu artiste, citoyen du monde. Comme tout Algérien. Voilà. Mais sinon, voilà, c'était Ahmed Bey, donc l'expérience elle était assez intéressante. Pourquoi? Parce que c'était un gros film, gros budget sur la table. J'ai pu travailler sous la coupe d'un Iranien, celui qui a fait pour les connaisseurs la fameuse série de Sidna Youssef Saddiq. Oui. Donc c'est un grand monsieur, Jamal Jorsha. Et la connexion entre algéro-iranienne, c'était quand même un plateau très très épique. Et moi, j'ai campé le méchant, malheureusement, dans l'histoire. Le méchant. Le méchant, c'est pas de chance. Voilà, c'est le fameux Joseph Vantini. C'était un rôle difficile, vu que j'imagine que vous n'êtes pas dans ça se voit, vous n'êtes pas dans la vraie vie. Est-ce que c'est difficile justement d'adopter un rôle qui n'est pas du tout, qui ne nous ressemble pas du tout dans la vraie vie? Difficile, oui. On a une part de responsabilité, on va dire. C'était amusant, j'étais bien entouré. Oui. Appréhendé, on va dire, j'étais un peu le jeune de l'équipe. Donc tout le monde me vous filait cette chapeautez, vous étiez un peu expérience-là. oui. Et c'était un personnage bilingue. Il parlait en arabe classique, il parlait en français. Il est, Arabe classique, comment vous communiquez avec les Iraniens? Vous parlez perse? Non, arabe classique. Arabia Fosha. D'accord, Fosha, ok. Et il y avait ce français d'époque. Et aussi, je dois manier l'épée. Donc on a fait une espèce de formation accélérée entre montée à cheval, voilà, courir à cheval, équitation des clubs équestres de Tachraga. On a fait plus d'un mois. Alors, vous avez appris l'équitation en un mois? Bon, on va dire pas appris professionnellement, oui. Pas comme les professionnels. Mais de quoi tourner plusieurs séquences parce que je jouais un guerrier au fait dans le film. En plus, le méchant guerrier. Voilà, il faut avoir l'allure d'un guerrier. L'allure, oui. Il faut avoir une certaine crédibilité, monté à cheval. Les épées, les chevaux, l'action, beaucoup de dialogue. De vraies épées? De vraies épées, oui, de vraies épées. Mais bon. Franchement, ça nous donne envie d'être acteur et actrice. Hein. Moi, oui, c'était mon rêve quand j'étais petite. J'avais des parents qui ne voulaient pas trop ce genre d'orientation pour moi. C'est un choix. Hein. Ça peut se faire. Fais tes études et après on verra. Puis on n'a rien vu du tout après. On avait beaucoup de collègues, animateurs, animatrices qui se sont penchés vers le cinéma et il s'est avéré qu'ils sont des excellents acteurs. C'est vrai. Pas besoin de commencer dès le jeune âge. Moi, je suis quelqu'un d'autodidacte et je crois beaucoup à cette formation innée, on va dire. Alors, je vous rejoins dans le sens où, pour moi, dans une vie, il n'y a pas besoin de... On peut ne pas faire qu'un seul métier. Dès qu'on se lasse, enfin moi je suis comme ça, dès qu'on se lasse d'un métier, on se reforme, autodidacte, polyvalent, on apprend et on fait ce qu'on aime. C'est ça un artiste, si on veut, il a plusieurs flèches à son arc, on va dire. Oui. C'est les multitalents, il peut danser, il peut chanter, il peut peindre, il peut faire beaucoup de films, beaucoup de registres, comiques, drama, théâtre, télé, ciné. Et c'est ça, on va dire, la spécificité de ce métier. Très bien. Alors, on est encore à dernière partie, on va dire, dernière étape de confinement, vu qu'il y a toujours un confinement partiel en Algérie, au niveau de toutes les wilayas de l'Algérie. Comment se porte aujourd'hui ce paysage cinématographique? Aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Oui. J'imagine que vous avez mis un gros frein sur vos productions, etc., vos réalisations. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Je veux dire, est-ce qu'on espère un rebond dès que tout ça sera derrière nous, on espère? Bon, aux dernières nouvelles, oui. J'ai pu entendre qu'il y a une volonté politique de reprendre le train-train habituel du cinéma. J'ai entendu parler d'une décision, c'est-à-dire de vraiment relancer le cinéma algérien, oui. Comme à la belle époque des années 70. Ça veut dire faire 30 à 40 films à moyen budget. C'est des films d'auteur, c'est des films de révolution, c'est des films... Tout genre confondu. Voilà, toujours confondu, plusieurs registres. Et notamment aussi pour les chaînes privées comme la chaîne nationale. Je pense qu'ils ont envie maintenant, il y a vraiment une demande du public. Le public commence vraiment à s'attacher, commence vraiment à y croire. On connaît les grands classiques et tout. On a besoin de fraîcheur peut-être. Voilà, il y a des jeunes talents, il y a une jeunesse, il y a beaucoup d'énergie. Ah oui, c'est ce qu'on disait la semaine dernière et tout à l'heure avec notre invité Hania Zazoua. On a une jeunesse qui regorge d'énergie, d'idées, qui veut aller de l'avant, il faut juste lui donner les moyens d'y arriver. Et je pense que vous schématisez un peu cette jeunesse-là
comme plein d'autres? Je crois beaucoup à cette jeunesse, je crois beaucoup, moi j'en fais partie, à beaucoup ces nouveaux techniciens, ces nouveaux réalisateurs. Ils ont leur propre histoire à raconter, ils ont leur mot à dire via des histoires, via leurs expériences, et ils vont partager ça avec le grand public. On ne va pas exclure les anciens, parce que les anciens, ils ont leur nom, ils ont leur réputation aussi. C'est de grandes écoles. On va dire que j'aimerais bien qu'il y aurait du travail pour tout le monde, on va dire. Le mot d'ordre, c'est que, voilà quoi, les anciens, c'est bien d'avoir des films, c'est bien d'avoir des classiques, mais il faut penser aussi au futur, je veux dire. Oui. Le futur, parce que quand on voit par exemple nos confrères tunisiens et marocains sur l'échelle internationale, on va dire que le flambeau et leur drapeau, chaque année rend visite au festival, notamment au Festival de Cannes, Festival d'Angoulême, mais il y a des grandes festivités. L'Algérie, elle est un peu absente. On est plus dans d'autres domaines. Voilà. Je pense qu'on n'a rien à envier aux autres, on a ce qu'il faut. Voilà, ça va se faire. C'est en train de se faire, ça va se faire. Inch'Allah, et on le voit à travers. Très optimiste. Très optimiste. Bien sûr, il faut l'être. Optimiste et voilà, c'est-à-dire certes, il y a quelques, on ne va pas dire des problèmes, mais bon, je pense qu'il y a une réelle volonté. Oui, une réelle volonté de revenir, parce que tout le monde veut être partie de cette nouvelle vague, de cette... Et inscrire son nom dans les pages. Inscrire ton nom, il y a une espèce de réalisation assez fraîche. Tout à fait. Alors, vous dites que vous êtes autodidacte, polyvalent. Comment vous êtes arrivé dans le métier, acteur? Par pur accident. Acteur d'accident. Par pur accident, c'était en 2013. J'ai commencé par 2013, c'est pas très ancien non plus. Voilà. En même temps, vous êtes jeune, oui. On a commencé par la figuration. Ensuite, c'est grâce à un ami qui vous a repéré dans la figuration. Repéré dans la figuration. Après, elle m'a fait passer un casting. Moi, je ne voulais pas trop de ce casting. J'en ai fait 2 à 3 séquences. Puis petit à petit, on a commencé par des petits rôles. Et vous faisiez vos études à côté? Hein? Vous étiez à l'école en parallèle? Enfin, vous étiez... Koutreddam. Koutreddam, d'accord. Désolée, Koutreddam. Et a priori, voilà, c'était de rendre l'utile agréable, de fil en aiguille. Je me suis retrouvé à enchaîner les productions. Et c'est plus ou moins les réalisateurs qui m'ont emmené envers ce délire artistique. Parce que je me suis retrouvé par hasard. Et au final, c'était les réalisateurs qui étaient là derrière moi à me dire « Ouais, fais-le, vas-y, fais-le. » Non, on est là. Tout à fait. Et j'ai enchaîné petit à petit jusqu'à 2015. Ça a commencé à être intéressant un peu. D'accord, ok. On n'a pas une date pour quand est-ce qu'on pourra vous revoir sur nos écrans? Inch'Allah, si Dieu le veut, si tout va bien. On va reprendre le feuilleton. Parce qu'il nous reste à tout casser 30%, on va dire, du tournage. Donc le feuilleton, Inch'Allah, si Dieu le veut, il va être diffusé au mois sacré prochain. Et concernant le dernier film, Ahmed Bey, Inch'Allah, si tout va bien, il ne va pas mettre beaucoup de temps à être diffusé dans les salles de cinéma. Et aussi un autre film que j'ai joué, c'était la 5e saison. J'ai eu le rôle principal. C'était une extraordinaire aventure pour moi. J'avais flippé au départ. Parce que c'était un personnage à contre-nature, vraiment en rôle de composition. Ça raconte l'histoire d'un poète qui se retrouve au milieu d'un péripétie. On ne sait pas ce que le temps il est situé dans le présent, dans le futur ou dans le passé. C'était une aventure qui a été signée par Ahmed Ben Kamla. Et ce monsieur, il est scénariste et producteur, qu'on salue, et réalisateur dans son propre projet. Je pense qu'il a plusieurs casquettes et il est même producteur. Oui. Et on a fait ce film ensemble et j'étais le choix de la dernière minute parce qu'il y avait un acteur qui me précédait. Pour des raisons X ou Y, je ne sais pas, il était remplacé l'acteur. Je me suis retrouvé à faire le film et jouer le poète. Et Dieu sait que je n'ai aucune relation avec la poésie, qu'on soit bien d'accord. Et c'était un défi pour moi. Et c'était un tournage de 25 jours à l'arrache. Et c'était des tableaux parce que le film il est un peu... C'est un mélange d'un film fantaisiste, un film de poésie, tout dialogue est poétique. Et j'ai partagé l'affiche avec la fille Leïla Bouhiaoui. Oui. Pour les gens qui la connaissent, elle a joué Hamama, fait Ashur al-Ashar, elle a joué pas mal de projets. Et c'était vraiment très intéressant. Et vous êtes très content en tout cas de ce que vous avez fait? Oui, bon, on attend la sortie du film. Je ne sais pas comment l'interprétation, mais j'ai mis du cœur. On va dire, on vendra la mèche dès maintenant. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On vous embarque avec nous pour une visite du côté de la corniche de Djidjel. Vous aimez Djidjel? Bien sûr. Vous y étiez déjà? Qui n'a pas été à Djidjel?
Moi je l'appelle le petit paradis, le coin perdu, on va dire. Vous avez tourné dans cette wilaya? Pas encore. Pas encore. Il y a des paysages magnifiques. Incroyable. Béjaïa, tout notre pays regorge de paysages magnifiques. D'ailleurs, beaucoup de pays viennent tourner chez nous. Hein. Bien sûr, on a les 4 saisons. On a le zénith voilà, les 4 saisons. de Bousaada. Quand on part à l'ouest, c'est notre histoire. Quand on part dans le sud, moi, le sud algérien, je le considère parmi les meilleurs déserts dans toute. Voilà, très bien, merci d'avoir été avec nous, Djemal Aouane. Merci beaucoup, merci d'avoir pris de votre temps. On vous retrouve, j'espère, très bientôt sur nos écrans, sur Canal J. En attendant, bien, on vous emmène en balade. C'est à Djidjel, un reportage fait par Rahim Abdelaziz. On regarde. Le delta de Oued Kbir. Îlot d'El Qannar. Oued Ajoul. Le lac d'Ibn Bel'id. Ainsi qu'un autre projet qui est piloté par le Parc national de César, notamment la bande des Kabyles, pour préserver certaines espèces dans cette zone. Il s'agit surtout du mérou du banc des Kabyles, une espèce protégée en voie de disparition. Les chalutiers s'aventurent rarement au niveau de la zone ouest de Djidjel à cause des fonds rocheux. En revanche, la zone est est vaseuse. Celle-ci est bordée de nombreuses agglomérations et de cours d'eau comme Djenjen, Oued Kbir ou Oued Zhor. Il s'agit aussi d'une zone vaseuse sensible à la pollution. On y pratique également un chalutage intensif et extensif à l'aide de matériel et équipements sophistiqués. En habitué de la zone, le capitaine del Khalifa Mouad plaide en faveur d'une pêche traditionnelle pour une meilleure préservation des stocks existants. Le poisson devient rare, c'est normal. Il y a 10 ans, on pêchait mieux par rapport à ces dernières années. Peut-être à cause de la pollution. Vous avez vu d'ailleurs hier la pêche, il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de plastique, beaucoup de bouteilles. Régulièrement, les pêcheurs constatent les dégâts causés par la pollution des fonds, et ce à travers les filets. Déchets ménagers, industriels et métaux lourds ont envahi ce plateau vaseux par le biais des lits d'Oued qui charrient les eaux pluviales mélangées le plus souvent à des déchets urbains. On est déçus de cette pollution. Vraiment, on est déçus. Que faire devant une telle situation ? Oui, je suis optimiste parce que si on continue comme ça avec la pêche traditionnelle, c'est mieux. C'est mieux que notre technique de pêche, la modernisation. Je préfère continuer comme ça, pêche traditionnelle, parce qu'une pêche traditionnelle, on est content de cette quantité de poissons. Parce que si on ramène des matériels sophistiqués et tout, on n'aura plus de poissons. D'ici 10 ans, 20 ans, 50 ans, on n'aura plus de poissons.
Du 7e art, eh bien, on passe au chant et à la musique avec vous, Zaki Mehoubi. Pas de problème. Alors, il a déjà commencé. Hein. Il est déjà en train... On est chaud, vraiment. Il est chaud, mais il y a une petite brise. Il y a une petite brise, mais on est en août, donc c'est légitime qu'il fasse chaud. Vous n'êtes pas bien ici? Ouais, très bien. Je suis très bien. Très bien. Ça va très bien. Zaki Mehoubi, chanteur, musicien, interprète. Bonjour. Merci. Ça va? Je suis très content d'être là. Avec nous. Nous aussi, on est ravis. Vraiment, vraiment. Ça de fait votre plaisir. compagnie. J'adore le décor. Je suis agréablement surpris. Quand on m'a appelé Canal Algérie pour me dire voilà, il y a une émission, j'ai dit oui tout de suite. Où c'est? Où c'est? Bien sûr. Non. Après, on m'a dit, je vais pas dire. Après, je m'y attendais pas du tout, en fait. Je m'attendais pas à ce que le décor soit aussi agréable. Aussi frais. Il y a un bleu terrible. Regarde. On va se baigner après. Hein. On va tous se baigner après. Vraiment, vraiment. Voilà, merci d'être avec nous encore une fois. Donc, vous êtes musicien, interprète, chanteur, autodidacte de surcroît. Oui. Voilà, polyvalent, il fait tout. Ouais, il fait tout. Alors, est-ce que le cinéma vous inspire déjà? On avait un acteur tout à l'heure. Oui, vous êtes cinéphile, le cinéma. C'est par moment que vous êtes amateur. Je crois que ça fait partie des caprices que tout un artiste pourrait avoir dans la vie. Tout artiste veut paraître, tout artiste voudrait peut-être avoir sa chance de paraître à la télé ou même au théâtre. Pour moi, c'est kiff-kiff. Oui. Quand on voit Hachmi Grouabi, le grand chanteur, c'est notre crooner national, il a fait d'abord ses preuves au théâtre, même à la télé, c'était un monstre de l'écran. Je veux dire, c'est complémentaire. Et puis voilà, on voit même la génération actuelle, Amazir Kateb, Samira Brahmia, qui sont super bons aussi à l'écran et c'est des fous sur scène aussi. Ouais. Et je pense qu'il n'y a aucune contradiction dans ce sens. Très bien. Alors, ceci dit, s'il y a un casting, tu m'appelles. Ah, je vous appelle tout de suite. Hein. Merci beaucoup. Je vous appelle tout de suite. Merci je vais mettre en favori votre numéro. C'est votre femme qui va être contente. Bah, ma mère surtout. Votre mère. En tout cas, on salue vos filles et votre femme qui nous regarde, qu'on connaît très bien, Racha qui nous regarde. Bonjour à vous. Alors, nous savons que la période de confinement, elle a été un frein pour plein de secteurs, plein de gens dans le milieu artistique. Pour vous, ça a été une période plutôt prolifique. Pas pour nous en tout cas, pas pour moi, pas pour Jamil Ahmed Rouli. Salut Jamil, elle est où la caméra? Salut Jam. Parce qu'avec lui, on a pas mal avancé sur notre aventure, notre amitié musicale, si on peut appeler les choses comme ça. Avec Jam, on a eu déjà un clip en plein confinement qui s'appelle Nada, avec Komwalo. Voilà, c'est une reprise d'une reprise. L'histoire, on en a parlé avec Monia Faïd, elle nous a invités sur Playlist, c'était trop sympa. Magnifique chanson. Oui, donc voilà, avec Jamil, donc on a fait ça. On a essayé aussi de faire tourner le Chabi comme lui et moi. Alors c'est un peu revisité. Pourquoi ces sonorités? Alors il y a du Chabi. Sur Nada, non, il y a surtout du rail. Du rail, oui. Mais il y a le sound design de Abdelhati. Salut Abdelhati aussi qui nous a aidé à faire un son très. J'aime bien les saluts furtifs. Parce qu'après, non, s'il te plaît. Non. Mais à fauche. On leur fera un salut à tout le monde à la fin de votre passage. Encore une fois, merci. Alors, comment s'est déroulée cette collaboration? On sait que ce n'est pas votre premier featuring avec Jam. Il y en a eu déjà avant. En fait, c'est officieux, des featuring officieux comme ça, 3-4 avec Jam, on chante, on se pose pas de questions. Improvisation. Oui, mais après travailler sur un nouveau son, c'est grâce à Djbar. Jamil, il ne connaissait pas la chanson, moi non plus. Il a découvert ça au Maroc, et il a retravaillé l'arrangement de la reprise, et Abdelhati nous a dit on arrête tout. On va faire quelque chose de vraiment nouveau. Et puis, c'est très intéressant de constater le résultat final parce que c'est une chanson qui plaît. Bon, tu prends un gamin de 12 ans, il adore. Tu prends un vieux de 77 ans, même s'il n'aime pas, mais il apprécie. Il dit ouais, c'est nouveau. C'est nouveau, on n'a pas envie d'entendre, d'écouter ça. Je ne remercierai jamais assez la folie de Jam et celle de Abdelhati et de Snake aussi pour le clip. Parce que, bien sûr, la touche finale, c'était celle d'Amin Snake qui a habillé le son final avec un clip pour le moins original, à mon avis. D'accord. Alors, je ne sais pas si le clip est prêt. Alors, on va vous écouter à travers un clip Bentelioum. Bentelioum. Vous mettez au pluriel, c'est bien. Je ne sais pas si on peut l'avoir tout de suite. En attendant, est-ce que vous pouvez nous parler de Zaki Project? Ouais, en fait, je suis venu un peu pour ça. Voilà. Beaucoup pour ça. Merci de me le rappeler. Oui. Alors, Zaki Project, il y a du nouveau avec mon arrangeur Akhireddin Mouaddin que j'admire de jour en jour, avec lequel je travaille sans arrêt en fait. On ne s'arrête jamais. Et on prépare un nouveau single en kabyle. En kabyle? Moi qui suis arabophone. Est-ce que vous pourriez nous chanter un kabyle à la fin? Bien sûr. C'est vrai? Vous l'avez déjà chanté? Non, c'est un scoop pour Canal Algérie en fait. C'est très bien. C'est pour moi, il faut dire c'est pour moi. C'est pour nous le Mouqaddem, messieurs, dames. La chanson, tu veux la chanson complète?
Non, pas complète. Non, ce que vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. D'accord. En plus, elle me voit, donc oui, ce sera complète. D'accord. Parce que je vous vois parce que vous êtes accompagné de votre mandole. On envoie le clip Bnet El Yom de Zaki Mehoubi. On regarde. يبارك على بنات اليوم حلوين كي تمار العرجون يضويوك القمر والنجوم واللي يعشق معليش اللوم على بنات اليوم حلوين كي تمار العرجون يضويوك القمر والنجوم واللي يعشق واش بقى مازال باعوا القشرة والسروال راهم قريب يرجعوا رجال وعلى شوية يحكموا فيكم على بنات اليوم يضويك يتمر العرجون يضويك القمر والنجوم واللي يشغل معليش اللوم C'était Bnet El Yom. Vous ne ratez pas l'occasion. Dès on est en off, Zaki prend son mandole et c'est en avant. Allez, la musique. Un véritable artiste. Bah oui. Je peux même jouer et ne pas perdre le fil en discutant de quelque chose de très sérieux. On essaiera de le faire tout à l'heure. Bah, y a pas de souci. Je vous mets au défi. Et en dormant? En dormant. En dormant, c'est le rêve qui opère après. D'accord, c'est bien. Le subfonction qui prend le dessus. Bah, c'est clair, c'est Très bien. Alors, Bnet El Yom, est-ce que c'était un clip qui était difficile à réaliser? Je vois qu'il y a des performances gymnastiques dans le clip. Oui, absolument. C'est grâce à Dalia Entry et le studio ODS qu'on a pu finalement réaliser cette pépite. Ça ne me dérange pas de ne pas être modeste pour le coup, parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé, on a déployé beaucoup d'efforts. Dalia elle a travaillé alors qu'elle était en deuil. C'était vraiment quelque chose. Déjà l'expérience humaine, normalement, devrait suffire. Moi, personnellement, qui Bnet El Yom à Dalia, toujours avec Khalidine et toute l'équipe, vraiment ça m'a marqué parce que c'était une période très importante dans ma vie. Et avec Dalia, je me suis découvert autrement. D'ailleurs, le passage, on a arrêté le clip à un moment donné où c'est Dalia qui avait imposé qu'il y ait une touche gnawa sur un morceau supposé être Haouzi. D'accord. C'est une première. Je lui ai donné une liberté image et son. Même mon arrangeur, à un moment donné, j'ai failli avoir des problèmes avec lui. Il m'a dit de quoi elle se mêle. Ouais. Mais bon, la fille, elle était là, elle avait une très bonne énergie, elle a apporté quelque chose de très frais au projet. Et d'ailleurs, pour ça, merci Dalia, vraiment. Elle est ravie, j'en suis sûre. Alors déjà, je pense que vous avez une faiblesse pour les featuring. Vous aimez être à deux, en duo en tout cas. Pourquoi? Il y a un échange de compétences. Parce que je suis quelqu'un qui a fait le partage. La musique, on peut pas jouer de la musique. Dans le quartier avec Brahim, Amin et tout. Franchement, et c'est eux qui viennent ici, ils viennent y jouer tout là. Donc pour moi, c'était difficile de jouer de la musique en solo. Après, j'ai rejoint le groupe Gnawa Rihat El Blad avec Ma'allim Allal Ben Barka. J'ai appris Gnawa, comme on zéro. J'ai fait vraiment les premières classes. Donc c'est devenu une habitude, partager sa musique. D'ailleurs, on est amis sur Facebook, sur Instagram. Souvent, je m'ennuie au lieu de répéter tout seul. La répétition, je la partage en live. Souvent, c'est pas bon, je sais, parce que c'est une répétition. Mais ça ne me dérange pas, parce que pour peu que ce que je fais soit partagé. D'accord. Bon ou pas, on s'en fout. L'essentiel, c'est le fait de partager. Pour moi, c'est ça la musique. Elle n'est pas faite pour être gardée. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui devrait être gardé en secret.
Très bien, oui, bien sûr. C'est même le propre de l'art, hein, c'est de pouvoir partager, et de transmettre notre amour, notre passion. C'est ça. Après, pour répondre à ta question pour les featuring, oui, quand un featuring se pointe, pourquoi pas? Surtout s'il y a le feeling. Avec Jam, par exemple, avec Ayoub Mjahid. Ah, ça se ressent, excellent feeling. Oui, oui, c'est ça. On est là, on fait les choses sans se poser même de questions. Oui. C'est comme ça, au khlas. D'accord. Alors, vous puisez dans un répertoire Zaki Mehoubi très large. Chabi, Gnawa, Haouzi. Chabi, je pense que c'est vos vibrations du moment. Après, comme tout le monde, j'imagine. Hein. Alors, je peux raconter cette petite anecdote. Bien sûr. C'est que Zaki Mehoubi, il faut le savoir qu'il est aussi journaliste dans le jour. Ça, je ne pouvais pas l'oublier, j'ai fait un journal avant de venir. Voilà, 13h, il était à l'antenne à la RAI, Radio Algérienne Internationale. Donc voilà, vous êtes journaliste et je suis à la chaîne 3. Ouais. Donc, je vous croise dans les couloirs, toujours avec votre instrument, vous variez les instruments. Et puis donc, vous jouez de tout. Presque. De tout le temps. Les instruments que j'ai à la Comment vous conciliez justement votre travail de journaliste, votre vie de papa, d'époux, vous êtes marié et vous êtes artiste. Sincèrement, vous touchez à tout. Ça ne me dérange pas trop que ma femme, mes enfants, mes amis... C'est un plus pour eux, bien sûr. Non, parfois ils me subissent. C'est vrai, je dis ça vraiment, c'est sérieux. Ils me subissent, même en directeur artistique. Ahmad Jouadi, qui est normalement censé être là pour me dire « tu n'arrêteras pas de travailler ». Parfois, je le sature. Oula, sérieux, je répète, surtout quand je suis chez lui, je travaille, ça crie à tue-tête et tout. À un moment donné, il a besoin de parler d'autre chose, surtout qu'il m'a colté, je suis journaliste, je peux parler d'autre chose. C'est ça. Et souvent, je n'arrive pas à m'en sortir. C'est vrai. Moussira, ça. On le voit, dès qu'on est en off, j'ai même pas le temps de le briefer avant. Zaki, c'est ce qu'on peut parler de ça. C'est le mandol. Oui, le mandol ou la mandole. La mandole, les deux se disent, voilà. Alors, vous avez des projets? Ouais. Et je suis là un peu pour parler du prochain single qui va sortir. Oui. Bon, normalement, il y aura un clip. Mais si, normalement, il y aura un clip. Voilà, il faut être... Donc voilà, le son, il me reste juste la voix finale. Pour finaliser avec Khaireddine. Non, on ne fait pas de la musique seule, c'est pas possible. Ouais. On a toujours un band, d'ailleurs... Non, je veux dire la voix. La voix, oui. C'est votre voix. C'est un single en solo. En solo. Je chante. Pour ne pas oublier mes musiciens, les deux frères Aïtrassi, Ilyas à la percussion, Silas au banjo, au mandol. J'adore cet instrument, le Sofiane Lebad à la guitare aussi. À la basse, Abdelhaq Ben Njbari à la batterie. Pour les gens qui ont travaillé sur ce morceau, Nazim Ziad, Khaireddine Mouadine aux arrangements, moi au chant. Elle s'appelle comment la choriste? J'ai oublié son prénom. En fait, c'est une amie à Silas qui a fait un très bon travail pour le coup. Et donc j'ai envie de leur dire à tous merci beaucoup. Et voilà, donc après ça, il y aura forcément des compositions, parce que j'en ai déjà parlé préalablement, parce que mon maître de la musique chabi, qui est Mohamed Louda, que j'adore, que j'aime, Mohamed, vraiment, déclaration d'amour en direct. Oui, en direct, Mohamed, parce que c'est quelqu'un qui a été très altruiste par rapport à moi. Il s'était fait pour lui beaucoup de compositions, des chansons souvent inspirées de son propre vécu à lui. Et depuis que je me suis lancé officiellement dans la musique, il m'a dit « je préfère que tu le fasses toi-même ». J'ai jamais vu ça, j'ai jamais lu ça dans un livre ou vu ça dans du cinéma. Franchement, je considère que je suis quelqu'un de très chanceux dans la vie. Et grâce à des gens comme ça, donc voilà, avec Mohamed Louda par exemple, il y aura de nouvelles chansons en composition. Et c'est à ce moment-là que je pourrais dire « oui, je suis probablement dans le monde de la composition et de l'interprétation, bien sûr. » D'accord. Jusqu'ici, grâce à Khaireddine Mouadine, je suis dans l'interprétation parce qu'il m'aide les arrangements. D'accord. Et donc voilà, la vie, c'est des phases. D'accord. Donc la musique uniquement, il n'y a pas une autre passion quelque part? La vie. La vie? Ouais. Il y en a un autre. Je vous donne un indice. Le rire. Le rire, ça, on l'a tous les jours. Avec Zaki Mehoubi, on l'a tous les jours. Ouais, écoute, là aussi, la musique, autour de la musique, je me suis aperçu que beaucoup de gens qui m'aiment, et il y a des gens qui ne me connaissent pas et qui me trouvent très marrant. Et à ces gens-là, je dis, voilà, je suis en train d'écrire et de finaliser mon premier one-man show. Enfin, encore un scoop on pour lui Canal disait, Algérie, on lui a toujours dit, Zaki Mehoubi. Voilà. Donc oui, franchement, je vais y aller. Hein. C'est pour quand, le one-man show 2021. 2021, d'accord. Pas avant. On est bientôt à la fin de l'année. Hein. Oui, mais il faudra d'abord se concentrer sur le son après l'image. Oui. Et pour moi, faire rire, c'est surtout l'image aussi. Oui. Donc voilà, le temps l'expression faciale. Oui, parce que écrire un texte drôle, je suppose que même toi, tu es trop forte pour le faire. Je rigole. Ouh là là, ça tacle en direct, ça tacle. Non, mais je me disais, c'est quand qu'il va me tacler? Je te trouve très marrante, C'est gentil, Zaki. Mais après, bon,
il faudra travailler, il faudra trouver le bon metteur en scène. Oui. On ne s'attaque pas à la scène comme ça si on n'a pas le bon metteur en scène. Maintenant, j'ai l'un des meilleurs arrangeurs. Et je dis ça en toute modestie. Oui. C'est un tueur en fait en musique. C'est pour ça que je suis confiant dans ce que je fais. Mais je n'ai pas le bon entourage pour le moment côté théâtre, comédie et cinéma. Vous savez que même pour être journaliste, on dit qu'on a besoin de faire du théâtre pour maîtriser nos émotions, parce que c'est un rôle un peu. Tu es en train de me dire qu'on est mauvais journaliste, c'est ça? Non, pas du tout. Ah bah voilà. Je retire ce que j'ai dit tout de suite. Alors Zeki, vous vous impatientez. Oui, j'ai envie de jouer. Allez, lâchez-vous. Je vous laisse vous lâcher. C'est la fin, c'est déjà la fin, il reste le timing. Oula, ouais, ما تحسبش. Ok, d'accord. ما تحسبش. Alors, avant tout, je vous remercie, parce que ça sera le mot de fin tout en musique, de très belles tonalités. On se tutoie, Malish. On se tutoie. Allez, c'était dur pour te vous voyez, on se tutoie. Alors Zeki Mehoubi, merci d'avoir été avec nous. Écoute, merci à toi, merci à toute ton équipe, à la rédaction qui a pensé à moi, parce que c'est pas toi qui as pensé à moi, je tenais à le dire aux téléspectateurs. Et du coup, voilà, merci beaucoup. À la prochaine, j'espère, invitez-moi, j'ai toujours quelque chose à dire. C'est moi qui suis censée remercier. J'adore. Génial, merci à toute l'équipe de la Régie 5, numéro 5, merci. Nous nous trouvons du côté de l'Est d'Alger, je tiens à le préciser, d'où le magnifique temps, non pas qu'il fasse mauvais ailleurs dans le pays. Voilà, merci à tout le monde, on se retrouve dimanche prochain, même heure, même chaîne. À bientôt, en attendant, on continue d'appliquer les gestes barrières. يا قلت من صبر لابد ينال يا قلت من صبر ولا بد ينال وانا صبرت حد لا فادني بمثال مثالا يا قلت من صبر لابد ينال وانا صبرت حد لا فادني بمثاله صبري صبر الحديد يدوب من جديد والا صبر ليتيم على الهنا صبري صبر ضحيه في يوم العيد متقبله الذبيحه هي دهشانه ما صبر حد في يد الزمان ما صبر حد في يد زمان كيما صبرت أنا الزعافي قد شرولي يرن غير داخل يقدر هذا قرو يفغل عقلي في اللي ويعادني يا ذار الزعاف يقد شرولي يرن غير داخل